Alors, merci de l'invitation. Communication très intéressante. Alors, la mienne se situe tout à fait dans la logique et dans la suite de celle qu'on vient tout juste d'entendre et aussi dans la suite de celle de Madame Blouin qu'on a pu écouter hier. Alors, ben, je précise d'entrée de jeu que j'en suis au balbutiement de mes recherches, de mes réflexions sur le terrain de l'intelligence artificielle. Les communications des 2 derniers jours montrent que l'intelligence artificielle constitue un vaste sujet de recherche fascinant et surtout qu'il est possible d'envisager sur plusieurs angles. L'intelligence humaine, l'imaginaire, la littérature, avec ses grands récits fondateurs, sa mythologie, figurent au cœur de mes intérêts. Le parallèle entre intelligence humaine et intelligence artificielle semble si manifeste que j'ai eu envie de me lancer dans cette belle aventure et j'ai découvert des choses à tout le moins fascinantes. Alors, je me lance. Image. Le mot provient du latin imago, qui désignait à l'origine un masque moulé, fait de cire d'abeille et qui, apposé sur le visage, pardon, d'une personne décédée, permettait d'en préserver les traits et éventuellement d'en faire un moulage. On comprend que dans cette optique, l'imago vise à conserver les contours d'une réalité absente afin non de pouvoir par la suite la présenter comme si elle faisait toujours partie du réel, mais bien de la représenter d'une manière imagée, plus ou moins conforme à l'original. Ce plus ou moins est le facteur qui semble rendre compte du caractère de l'image telle qu'elle s'est développée au fil du temps. De tentative de copie qu'elle était au départ, l'image a dépassé le stade de l'imitation pour souvent aboutir du côté de la création pure et simple. De nombreux débats philosophiques visant à tenter de comprendre ce que serait l'essence de la représentation ont d'ailleurs été animés par cette dualité entre mimésis et poiesis. Ce rapport ambigu continue aujourd'hui d'entretenir les berges d'un fossé qui sépare deux positions herméneutiques distinctes. Mais il semble de plus en plus justifié de se demander si la civilisation de l'image dans laquelle nous vivons présentement accorde préséance à une exploitation de l'image en tant que représentation d'un réel fixe, ou si au contraire il se peut que l'imagination, cette faculté dynamique créatrice d'images, en soit arrivée au point où elle peut se passer de tout engramme afin de donner jour à de nouvelles formes de réel. Et en ce sens, elle exacerberait ce que Nicolas de Malebranche appelait la folle du logis. Une matrice imaginative est-elle en train de remplacer une autre, fournissant à l'imaginaire de nouveaux soubassements afin de mieux saisir et recomposer le réel qui entoure l'être humain aujourd'hui? Ou ces matrices, bien qu'initialement distinctes, peuvent-elles cohabiter, à moins qu'il ne s'agisse d'une matrice unique qui serait en train de subir des changements draconiens autant dans ses formes que dans ses contenus? J'ai l'intention au cours des prochaines minutes de m'interroger sur la nature des liens qu'il demeure peut-être possible de tisser entre l'image, prise au sens traditionnel, en tant que reproduction plus ou moins fidèle d'une réalité actuelle ou passée, et l'image virtuelle qui semble davantage sous-tendre la nouvelle identité de l'image, voire subvertir les traditions imagières immémoriales. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il devient possible de créer des images qui ne semblent rattachées que de très loin au réel. Dans une telle optique, l'image devient-elle le simple succédané de ce qu'elle a longtemps été, proposant une réalité augmentée basée sur un idéal provenant d'une conscience autre, artificielle? Assistons-nous à la création de nouvelles formes imagières? Le cas échéant, de quoi sont-elles précisément révélatrices? Je me tournerai dans un premier temps vers certaines traditions archaïques afin de tenter de cerner le rôle que l'image a joué de tout temps dans la perception du réel de l'Homo sapiens sapiens. Puis j'essaierai d'examiner le rôle, les dangers peut-être, qui accompagnent les nouvelles images produites par l'intelligence artificielle pour éventuellement venir à soulever certaines hypothèses quant au devenir de l'image. L'image telle que perçue dans ses fondements anthropologiques apparaît en général d'abord comme une simple reproduction du réel. Claude Gilbert Dubois indique dans une introduction aux méthodologies de l'imaginaire dirigée par Joël Thomas que l'image, je le cite, est en rapport direct avec toutes les activités de reproduction, duplication, dédoublement et redoublement, et par voie de conséquence dualité et duplicité, similitude et authenticité, apparence et réalité, définies par rapport à un modèle.
Fin de la citation. Ainsi conçue, l'image ne diffère dans un premier temps que minimalement du réel de son modèle, en tant qu'elle en donne à voir les contours et les traits spécifiques. Il apparaît que le nouvel objet produit par cette saisie, bien qu'étant le résultat de choix opérés lors de la reproduction du réel, ne diffère pas suffisamment de celui-ci pour qu'on soit légitimé de parler d'une trahison. La photographie en est un exemple probant. Le choix d'un angle de caméra, d'une tonalité en matière d'éclairage, d'un environnement propice à une mise en scène ne travestit pas l'objet saisi par la lentille de caméra. Qu'en est-il toutefois de ces dualités et duplicités possibles mentionnées par Dubois? Il se trouve que l'image, je le cite, désigne d'autre part l'impression sensitive, surtout visuelle, issue du phénomène physiologique et psychologique de perception. Il s'agit là d'une image interne obtenue par fonctionnement du système nerveux sans recours à une technique inventive, mais dont la modalité de formation, plus complexe, reste analogue. Cette image interne peut être rééditée, même sans support visuel, par mémorisation ou suscitée par rêve ou hallucination. L'image interne a une élasticité de modélisation qui lui permet de mieux se conformer à la nature de l'objet et au désir du sujet, mais elle n'a pas de support matériel tangible, souffrant par là d'un défaut de réalité. Pensons aux images de la rêverie éveillée qui se rattachent tout autant que l'image reproduction au réel, mais qui le plus souvent fraient la voie à des interstices par lesquels certaines fantasmagories s'insèrent dans le réel. Et voici que la porte s'ouvre sur un domaine plus large qui donne à l'image des faciès inattendus. Se développe une véritable fantasmatique où l'image peut, d'une certaine manière, prendre le contrôle du processus de reproduction tout en, mais là je cite toujours Dubois, vivant de la vie de celui qui la fait vivre. C'est une action du sujet qui projette en elle ses fantômes intérieurs, représentation imagée de ses fantasmes. Fin de la citation. Ainsi se construisent des ensembles d'images qui, par leur complexité, en viennent à former de véritables édifices narratifs porteurs de significations foisonnantes. Parlant des représentations primordiales qu'ont constitué pour les anciennes civilisations archaïques les récits mythiques, Jean-Jacques Vunant-Burger voit la mythologie comme, je le cite, l'image totale du monde, le double de l'histoire vraie, mais un double qui préexiste à ce qu'il donne l'impression de refléter. En ce cas, le sens figuré de l'imaginal mythique est antérieur au sens propre, littéral, univoque des réalités de ce monde. Fin de la citation. Les images primordiales créées par l'Homo sapiens sapiens, que celui-ci véhicule dans sa psyché, consciente, mais aussi et peut-être surtout inconsciente, peuvent ainsi être perçues comme des nécessités, des véhicules d'adaptation de l'individu au monde étrange et parfois ténébreux qui l'entoure. Elles ont pour fonction de lui permettre de trouver sa place dans cet univers dangereux où il lui est donné de prospérer, mais aussi de se flétrir progressivement. Comme le supposait l'historien des religions Mirsha Eliade dans Images et symboles, les images, les symboles, les mythes ne sont pas des créations irresponsables de la psyché. Ils répondent à une nécessité et remplissent une fonction, mettre à nu les plus secrètes modalités de l'être. Par suite, leur étude nous permet de mieux connaître l'homme tout court, celui qui n'a pas encore composé avec les conditions de l'histoire. L'homme, le grand singe nu, comme le nommait Desmond Morris, voilà ce qui nourrit et relie images, symboles et mythes. Car ces sangrammes proviennent au premier chef d'une psyché devant constamment répondre aux impulsions provenant d'un milieu. Ainsi en est-il de l'imagination symbolique de nos lointains ancêtres. Les points de repère nécessaires pour évoluer sur l'échelle des avancées de l'espèce se sont trouvés façonnés à mesure que les conditions de survie puis de vie les rendaient indispensables. Aurore Frasson-Marin, dans son ouvrage sur Italo Calvino et l'imaginaire, va plus loin et précise et propose de voir en l'image symbolique, je la cite, le matériau et la grammaire universelle de tout discours humain, car elle est le lieu de condensation de toutes les pulsions, tensions qui sous-tendent toute réalisation individuelle ou collective. Fin de la citation. Son assertion est basée sur la notion de trajet anthropologique chère au théoricien de l'imaginaire français Gilbert Durand,
pour qui le symbole est, je le cite, le produit des impératifs biopsychiques par les intimations du milieu. Fin de la citation. Ce qui signifie que l'image apparaît toujours à la croisée de chemins. L'être humain réagit aux signes que lui transmet le milieu dans lequel il évolue en créant des images réflexes qui lui permettent en retour de refaçonner le milieu selon les impulsions de son système d'adaptation cérébro-nerveux. Créer une image, c'est donc interpréter le monde sensible à partir de son intuition, certes, mais aussi éventuellement de sa rationalité, et le reconstituer selon les impératifs identitaires. Et c'est là que l'image interne tend à basculer du côté d'une véritable fantasmatique. C'est aussi sur ce terrain que mimésis et poésis se rencontrent pour créer cette grammaire universelle dont parle Frasson-Marin. Avant de me tourner du côté des implications de l'intelligence artificielle, je vais me concentrer brièvement sur un exemple tiré de la littérature afin de poursuivre la réflexion entamée ici. Depuis au moins l'avènement de la modernité, l'on sait que les romanciers ont tendance à miser sur une perspective réaliste afin de donner un ancrage tangible à leur récit. La mimésis peut ainsi être vue comme un vecteur de pertinence, lequel assure au lectorat que la matière lui étant transmise puisse être aisément reconnaissable. À peu près au même moment où le réalisme occupe le haut du pavé, se développe le récit fantastique, qui, sans faire abstraction de cet ancrage réaliste, s'y conformant d'ailleurs scrupuleusement dans un premier temps, s'affaire à le dépasser à un moment afin de mettre en place une seconde strate de compréhension permettant de rendre accessible une réalité cependant trafiquée. En d'autres termes, à un moment se produit dans le récit fantastique un événement qui entraîne le passage du domaine du réel à celui du surnaturel. Et c'est là que la poésie se mêle de déjouer les règles de la mimésis. Se référant à certaines positions sartriennes, Christian Chelebourg explique dans son ouvrage L'imaginaire littéraire, je le cite, Jean-Paul Sartre nous a prévenus de l'irréalité fondamentale de l'œuvre littéraire. Le réel ici n'est que mot servant à communiquer un imaginaire, c'est-à-dire une image mentale. Fin de la citation. Est-ce à dire que la création rend caduque toute tentative de restitution minutieuse des contours du réel, et tout particulièrement dans un contexte comme celui où une littérature teintée de tonalités fantastiques opère? Chelebourg avertit, je le cite, mais si tout le texte ressort de l'imaginaire, donc de l'irréel, il n'en hiérarchise pas moins différents niveaux de réalisme. Celui-ci n'étant point sur le plan technique la reproduction fidèle de la réalité, mais l'illusion verbale de cette impossible reproduction. Fin de la citation. Guy de Maupassant, lorsqu'il écrit son fameux Horla en 1886, commence par positionner son récit dans un contexte tout à fait crédible. Sans ce contexte réaliste, il n'est pas possible de faire surgir la tonalité fantastique. C'est en conjonction avec lui et peut-être encore davantage en opposition à lui que l'effet fantastique peut être produit. La créature que le narrateur du Horla imagine se présenter face à lui et contredire sa perception de la réalité constitue en fait ce que Claude Gilbert Dubois nomme le fantôme. Je le cite, apparition visuelle en l'absence du modèle, la fantasmatique porte sur le sens complexe que revêt le fantôme en rapport avec la mort et avec une présence vivante. Fin de la citation. Le Horla figure une image interne dont l'apparition court-circuite le principe de pertinence et manifeste la primauté de la poésis. On le constate donc, mimésis et poésis sont distinctes, mais dans une certaine mesure complémentaires. Toutes deux jouent un rôle crucial afin que l'image puisse se constituer, ce qui semble confirmer la validité de la notion de trajet anthropologique. Maintenant, qu'en est-il des images virtuelles créées artificiellement par des procédés divers? Dans un article rédigé en 2016 et intitulé Imaginaire et intelligence artificielle à travers une approche transverse, Jean-Maximilien Cadic s'interroge, je le cite, l'intelligence artificielle peut-elle et doit-elle imiter l'intelligence humaine? Fin de la citation. Les deux verbes utilisés ici laissent sous-entendre la possibilité, voire le désir.
Si la deuxième question est arbitraire et subjective, d'aucuns souhaiteront en effet les avancées de l'intelligence artificielle, tandis que d'autres s'y opposeront. Voilà un débat dans lequel je ne souhaite pas m'insérer à ce point-ci. La première, en revanche, est fort intéressante étant donné la problématique qui nous occupe. L'intelligence artificielle peut-elle imiter l'intelligence humaine? À la lumière des propos qui précèdent, il semble maintenant possible d'évaluer les implications de la question posée au départ, à savoir, une matrice imaginative est-elle en train d'en remplacer une autre et de recomposer le réel qui nous entoure? Ces matrices peuvent-elles cohabiter? Il ressort de ce que j'ai dit précédemment que l'imagination fonctionne en partie de manière autonome lorsque l'individu se trouve dans un contexte social. Pensons à la notion d'habitus de Pierre Bourdieu, où l'individu se trouve marqué par son milieu. Mais elle mise également sur la possibilité de déformer le réel, de le dépasser, afin de l'alimenter, de l'affiner, de le nantir d'un plus de sens. Là où la situation devient intéressante pour nous, c'est que, comme l'explique Ariel Kirou dans son article La mutation Android de Google, radiographie d'un imaginaire en acte, l'intelligence artificielle, elle, en effectuant, je le cite, un mariage des sciences de l'information, des sciences cognitives, des nanotechnologies, des biotechnologies, mais aussi du droit ou de la médecine la plus high-tech, parvient à fabriquer une conscience artificielle. Fin de la citation. Dans cette conscience, dans cette matrice virtuelle, l'inspiration repose aussi sur les signes transmis par le milieu, comme l'expliquait Gilbert Durand. Mais les images qui sont créées reposent moins sur quelques processus réflexifs, car les impératifs extérieurs sont maintenant ajoutés à la matrice par l'être humain lui-même. C'est la conscience humaine qui contribue à nourrir la matrice. Voilà la continuité, mais aussi la différence entre les deux systèmes. La dimension mimétique n'opère plus que par le détour d'une conscience qui sélectionne, articule et recombine un savoir préalablement recueilli. Prenons rapidement l'exemple des jeux vidéo. Certains jeux se déroulent dans un univers fantasmatique qui permet aux joueurs de s'immerger dans une existence presque complètement virtuelle, se situant à 100 lieues de la vie réelle. Nous connaissons toutes et tous quelqu'un qui se lève le matin et qui ne prend pas le temps de manger pour allumer sa console de jeux vidéo et vivre une vie seconde pendant l'essentiel de la journée, parcourant des contrées qui n'existent que dans les limites de l'écran. Ces personnes font l'expérience d'un monde artificiel qui leur semble toutefois aussi réel, peut-être même davantage que le monde qu'elles habitent. Elles rencontrent à l'occasion des NPC, des non-player characters, dont les actions ont certes été programmées par le cerveau humain, mais ne manquent pas de survenir à l'occasion des glitches où ces NPC se mettent à agir d'une manière imprévisible, comme s'ils vivaient d'une vie qui leur est propre. La machine prend en ce moment contrôle, l'être humain est ainsi à la merci des comportements inhabituels de la part de ces non-êtres. C'est dans de telles situations que le virtuel risque peut-être de prendre le pas sur le réel. À la lumière d'un tel exemple, il apparaît que l'intelligence artificielle opère sensiblement tel que Dubois l'expliquait. Elle développe en effet, elle aussi, une véritable fantasmatique où l'image peut prendre le contrôle du processus de reproduction et où les fantômes se substituent aux vivants pour en prendre le réel d'êtres et de situations fantoches. De la même manière que l'imaginaire humain se nourrit d'intuition et d'expérience pour former des images, l'intelligence artificielle générative se nourrit d'input, d'informations, de conversations, d'images que nous lui transmettons chaque jour. Elle constitue en ce sens elle aussi une matrice, c'est-à-dire, selon le petit Robert, un milieu dans lequel se développe quelque chose. Un milieu intangible donc, mais où quelque chose prend bel et bien forme. Il est intéressant ici de noter que dans le trésor de la langue française informatisée, il est précisé que le terme matrice possède deux sens, l'un naturel et l'autre artificiel. Y a-t-il bien deux matrices et celles-ci sont-elles tellement différentes que nul terrain d'entente est possible? Revenons quelques instants à notre exemple du Horla de Guy de Maupassant. Au 19e siècle, le surnaturel s'installe dans les habitudes d'écriture de certains auteurs, Gautier, Nodier notamment, parce que le besoin de dépasser le réel se manifeste. Le surnaturel et le fantastique constituaient alors un moyen d'échapper à un réel qui inspirait, oui, mais qui limitait aussi l'expression de l'inconscient.
Tel un levier, ce genre littéraire a permis de mettre au jour des pulsions, des archétypes, en les matérialisant par le langage. Dans l'intelligence artificielle, toutefois, cette dimension, qu'on la nomme fantasmatique ou qu'on utilise quelque autre appellation pour en rendre compte, semble amplifier la poésis au point où la mimésis risque de disparaître presque complètement. La fantasmagorie paraît pouvoir dominer presque entièrement la création, et ce sans imiter directement le réel. Avec l'intelligence artificielle générative, le réel se trouve édulcoré, effacé au profit d'images de création surgissant entièrement de la matrice artificielle. Cela donne lieu à un débalancement entre mimésis et poésis. Est-il légitime de parler ici d'une nouvelle forme de poésis ou peut-être d'une poésis absolue? Cet univers artificiel n'est évidemment pas sans soulever des inquiétudes. Imaginons le narrateur du Horla, complètement coupé du réel, sans la moindre possibilité de se rattacher à quoi que ce soit de tangible. Voilà une image qui matérialise le basculement qui, peut-être, s'opérera avec les avancées de l'intelligence artificielle. Traqué par une créature dont il ne sait si elle existe vraiment ou si elle ne réside que dans les contreforts de sa psyché, le narrateur du Horla a perdu tous ses points de repère, tous ses mécanismes de perception du réel. J'aimerais terminer cette exploration préliminaire très fragmentaire, pardon, avec peut-être un petit peu de positif en citant un passage tiré du décor mythique de la Chartreuse de Parme de Gilbert Durand, qui exprime à mon sens la principale raison pour laquelle l'intelligence humaine sera toujours, pour nous, nécessaire et déterminante dans l'avancée de l'esprit humain. La tâche essentielle des commentateurs est d'augmenter le plaisir que procure l'œuvre par une résonance humaine plus grande, par une compréhension plus séduisante, et la réminiscence des grandes images ancrées au cœur de l'espèce humaine, au cœur du grand singe nu que la société revêt par la culture, nous semble susceptible d'aider au bonheur de la lecture ou de la délectation artistique. Fin de la citation. L'héritage humain est nécessaire à l'interprétation du réel qui nous entoure et sans une interaction riche entre mimésis et poésis, nous risquons toutes et tous de devenir des hors-là. Merci.